Bonjour, merci donc pour cette invitation. Je connais pas mal de gens dans cette histoire, mais je n'ai pas fait l'effort de collectionner toutes les personnes à remercier. Donc je remercie Vincent et puis il transmettra. Vous entendez là? Je ne sais pas s'il y a il y a un micro. Le micro est activé. Ouais. Est-ce que... Bon. D'accord. Voilà, donc je vais essayer d'être dans les temps, bien que ce soit une histoire un peu longue pour moi et peut-être pour vous. Je voudrais évoquer l'idée d'une équation qui permettrait de rendre compte de ce que j'appelle le potentiel mémoratif des collections. Donc je vais parler de deux collections principalement que j'ai eu l'occasion de produire et d'explorer, de faire fonctionner, de chercher à comprendre. Et en sachant que, pour ma part, je me place dans le secteur artistique. Je dis ça parce qu'on n'est pas dans un secteur artistique labellisé. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas de lien multiple et complexe avec toutes sortes de choses. Y compris les sciences humaines, y compris l'histoire, y compris les mathématiques, etc. Donc, je vais essayer d'être à la fois précis et suffisamment rapide pour parler de trois choses. D'une part, cette collection qui s'est appelée Mémoire de crayon. Ensuite, d'une autre collection que j'appelle Crassula ubiquiste. Et finalement, je parlerai de cette tentative de mise en équation. Alors, Mémoire de crayon, c'est quelque chose qui s'est produit principalement à partir de 1985. J'insiste sur les dates ici, parce qu'on est dans une histoire de longueur de temps. Avec une étape en 1995 qui était une première exposition et en 2001. Je me suis référé à l'époque à un travail autour de la relation entre l'image calculée, l'image de synthèse, le traitement par l'informatique des collections d'images et la photographie. En fait, à vrai dire, je sortais plutôt de la photographie. Et pour en sortir, au moins provisoirement, j'avais donné à la revue la recherche photographique dont je m'occupais avec André Rouillet un texte qui s'est appelé La collection à l'œuvre. Il en était question tout à l'heure. Donc c'est ce numéro-là, en 89. Et dans en marge de mon texte, qui en fait parlait plutôt de l'art conceptuel, j'avais placé cette photographie d'une série de crayons que j'appelais Cyber Pencil, quelque chose comme ça. Cyber Pencil, Cyber Crayon. Plus tard, donc, j'ai produit une installation qui est composée de deux tables qui font 80 cm par 2,40 m et séparées par un espace identique. Sur une des tables, vous le voyez, il y a un ordinateur de l'époque, iMac, je crois, et il y a des chaises Mulca, très important les chaises Mulca. Raymond Cavaillon, dans la cité du design, il faut connaître ces chaises. Et puis, vous avez une autre table qui, elle, est une vitrine qui contient 1024 crayons. C'est un chiffre, un nombre dont vous connaissez certainement la raison. Voilà une photographie, donc ça c'est la version telle qu'elle a été exposée au Centre Pompidou en 2001. Donc tout se passe dans cette relation entre les deux tables, et l'espace qui est entre les deux tables est celui vers lequel les visiteurs peuvent aller, avec l'idée qu'ils vont regarder les crayons et tenter de en les décrivant, les retrouver dans la base de données qui est contenue dans l'ordinateur. Là, je fais une petite parenthèse qui me semble importante.
je n'avais pas l'idée spécialement, initialement et pendant longtemps, de faire une installation, de faire une œuvre d'art ou quelque chose comme ça. Et donc je ne pensais pas que j'allais atterrir au Musée national d'art moderne. J'avais simplement, on va dire, je ne sais même pas si c'est le goût des crayons, c'est peut-être même pas ça, je ne sais pas très bien. Toujours est-il que j'ai... Au lieu de me servir des crayons, bon, d'ailleurs je dessinais très peu, mais je les gardais dans un tiroir. Et pour le dire rapidement, je me suis refusé à les classer. D'abord, c'était très difficile. Et j'ai finalement aujourd'hui le sentiment, peut-être que c'est une des choses que j'aurais envie de dire un peu plus nettement. Je pense qu'il faut se méfier du classement des collections. Ça peut être très dangereux. Vous voyez par exemple les maladies mentales, aujourd'hui les Américains ont décidé de les classer dans le DSM. Donc il faut trouver d'autres manières de faire agir les collections, parce qu'en même temps les collections sont extrêmement puissantes, extrêmement utiles. Donc ne classant pas les crayons, en même temps ayant à cette époque-là un ordinateur, ça s'appelait un Macintosh, qui était sorti en 84, à peu près dans cette période-là, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle FileMaker. À vrai dire, je m'en servais pour d'autres choses, hein, pour un travail sur des expositions, des choses comme ça. Et donc, il m'est venu à l'idée de faire des fiches descriptives de chacun des crayons. Et ce qui est donc à disposition des visiteurs dans cette installation, c'est cette base de données, mais avec l'idée que le cheminement, ça va être de partir des crayons réels que l'on a sous les yeux, c'est des très beaux objets, et qu'on va, en donnant leur couleur, en donnant ce qu'ils contiennent, ce qui est écrit dessus, est-ce qu'ils sont taillés, est-ce qu'ils sont ronds, enfin voilà, des choses comme ça. On va les retrouver, et une fois qu'on a retrouvé le crayon sur l'ordinateur, on va avoir droit à un petit texte qui est, je dirais, de l'ordre, je dirais pas autobiographique, mais en fait de l'ordre du journal de bord. C'est-à-dire que dans ces fiches, j'avais inscrit les circonstances de l'entrée de ce crayon dans ce qui, dès lors, était une collection. Par exemple, ici, c'est un peu chic, à 16h45, venant de Francfort, après 3 jours passés à Art Frankfurt, enfin c'est un peu snob, mais j'ai fait exprès, vidéodisque, etc. Et voilà. Donc, c'est à travers la capacité qu'ont les regardeurs, les visiteurs de regarder et de décrire le crayon qu'ils vont en savoir plus. Mais finalement, ce truc-là ne les intéresse pas. Ça me concerne, peut-être moi, mais disons que ça les invite, à mon avis, à réfléchir sur ce que c'est qu'une collection. Donc c'est vrai que de toute façon, on avait en tête beaucoup cette histoire des arts de la mémoire qui est sortie à l'époque, qui est ressortie très fort. Et puis à ce moment-là, je me suis aussi intéressé à ce que c'était que les crayons, l'histoire des crayons. Je vais vous rendre compte un petit peu de cette histoire des crayons très rapidement. Il y a un ouvrage, le seul ouvrage qui existe au monde véritablement, c'est celui de Henry Petroski, édité aux États-Unis, qui s'intéresse véritablement à l'industrie du crayon. Par exemple, on découvre que William Thoreau était aussi industriel du crayon, ce qui n'est pas sans importance. Bon, je vais pas redire ici ce que j'avais pensé raconter, mais c'est vrai que si on regarde l'encyclopédie, on voit que le crayon n'existe pas au sens... Enfin, il existe quelque chose qu'on appelle crayon, mais c'est ce qui est en haut sur l'image ici. C'est une mine ou quelque chose qui, tant bien que mal, laisse une trace sur un support, sur le papier par exemple, mais ce n'est pas les crayons papier que nous connaissons.
Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont été inventés, pour l'essentiel, et cette invention date est une des conséquences politiques, historiques de la Révolution française, puisque c'est une commande de la Convention en direction d'un peintre qui était en même temps un inventeur absolument polyvalent, puisqu'il est à l'origine de la Fondation des Arts et Métiers, par exemple, à Paris. Monsieur Comté, qui a en quelques mois trouvé une solution. Alors, ce qu'on raconte, c'est pas mythologique, mais je vais le dire rapidement, c'était justement sous l'effet du blocus que connaissait la République, la France qui était en train de devenir République, notamment de l'origine du graphite dont on pensait que seuls les Anglais en disposaient. Et il a fallu inventer une matière, et c'est cette matière, grosso modo, qui continue à être utilisée et qui a été utilisée absolument massivement pour fabriquer des crayons, notamment dès la fin du XVIIIe siècle, donc c'est tout à fait symptomatique. Et très vite, les usines ont fabriqué des millions, voire des milliards de crayons. C'est très important. On pourrait aussi s'intéresser, vous voyez par exemple, ça c'est un dessin qui vient du bouquin de Petrovsky, enfin qui s'intéressait à la manière techniquement dont un crayon laisse une trace sur le support, un problème d'angle, de force, d'énergie. Alors là, j'en profite aussi. Alors, je fais une digression quand même. C'est qu'au même moment, au moment où la Convention demande à Comté d'inventer quelque chose qui sera le crayon Comté, parce qu'il va monter une boîte aussi qui s'appelle Comté, avec ses frères, eh bien, il y a une autre invention qui se dessine, c'est celle du télégraphe de Chappe. Voilà, monsieur Nicolas Jacques Comté. Voilà le crayon. Alors, une des raisons pour lesquelles, je dis ça au passage, une des raisons pour lesquelles le crayon manquait, ou risquait de manquer, c'est que les militaires, et parce qu'on est en pleine guerre, ont besoin des crayons. Je cherchais à savoir pourquoi. Disons, le crayon est un instrument militaire aussi, pas seulement. Tracer les trajectoires, des choses comme ça. Donc, Chappe avec ses frères aussi, lui aussi, va inventer un instrument qui sera le télégraphe dit de Chappe, dont ici vous avez une espèce de version, un exemplaire, c'est sur la tombe de Chappe, au Père-Lachaise. La meilleure façon de trouver un télégraphe aujourd'hui, c'est d'aller sur la tombe de son inventeur. Et vous en avez un autre aussi au Conservatoire des Arts et Métiers, qui est reconstitution, très fidèle à ce qui a été fait donc, autour de 1792-93. Et c'est un endroit assez attractif qui en général intéresse pas mal les gens, comme vous le voyez sur cette photo, parce qu'il permet de démonstration. Et une chose qui m'a frappé, j'y suis allé plusieurs fois, c'est qu'il y a à côté du télégraphe proprement dit, de cette espèce de sémaphore, il y a une longue vue. Et en général, le démonstrateur n'en parle pas. Il oublie d'en parler. Or, ce qui est fondamental et ce qui a amené la possibilité du télégraphe optique, du télégraphe de Chappe, c'est précisément les progrès de l'optique. C'est le fait qu'on puisse regarder de loin et voir de loin. Alors, simultanément, s'invente, vous le savez, un certain code pour que le télégraphe puisse Bon, je n'entre pas dans le détail de cette codification. En tout cas, sachez qu'elle est secrète, elle est incompréhensible pour les gens qui pratiquent. Ça a été l'objet de pas mal de reconstitutions. Ce sont des lieux touristiques aujourd'hui. Alors, voilà, ça c'était la carte. Vous voyez qu'elle est très centralisée. Elle correspond d'ailleurs pour une grande part à la carte du transport du courrier qui lui-même s'est énormément développé au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Et on voit la situation politique de la France se trace littéralement à travers ça c'est la version vers 1840, chose comme ça. Après le télégraphe est devenu, à partir de 48, il est devenu électrique, donc il a changé. Et la Morse intervient, c'est une autre histoire. Alors, moi je me suis intéressé par exemple à regarder exactement dans
la région que je connais, de ma région, entre guillemets, Étoile-sur-Rhône, Livron-sur-Drôme. Bon, et on retrouve aujourd'hui, ça a été très bien collecté, vous avez des sites, des gens beaucoup d'engouement pour ce télégraphe. Donc on retrouve exactement où étaient les tours, et quelquefois elles restent. On arrive à voir littéralement. Donc je me suis amusé à mettre ça sous... Ce truc-là s'appelle Google Earth. Vous voyez, par exemple, Chappe, la Coucourde, etc., ou bien Loriol, mon village natal, sont reliés par des lignes rouges, là. Alors, le crayon, eh bien, une des raisons de son... oui, si j'avais le temps, je vous dirais, selon moi, il y a ces deux inventions se concurrencent et en même temps portent sur la même chose. Hein. Il s'agirait, pour parler vite, disons, de la communication, la transmission. D'un côté, on a un système, vous avez vu, extrêmement centralisé. D'ailleurs, en parenthèse, le télégraphe n'a servi que pour les militaires et les banquiers et l'administration de l'État. Il n'a pas été, et puis après pour la loterie nationale, mais il n'a pas été utilisé par la population directement. Les crayons, eux, au contraire, ils étaient destinés à ce qui va être la démocratisation de l'enseignement et de la culture. Mais il y a d'un côté, si vous voulez, quelque chose qui est... de toute façon, il s'agit de faire une transmission où les choses ne se déplacent pas. Qu'est-ce qui se déplace exactement dans un télégraphe de Chappe? Qu'est-ce qui se déplace quand les gens s'écrivent? Alors peut-être c'est les lettres, mais... bon, enfin, je vous livre cette question. J'ai une petite idée là-dessus, mais on n'a pas le temps de développer. Une citation de Rousseau dans les Confessions, livre 9. « Après quelques jours livrés à mon délire champêtre, je songeais à ranger mes passe-brasses et à régler mes occupations. Je destinais, comme j'avais toujours fait, mes matinées à la copie et mes après-dîners à la promenade, muni de mon petit livret blanc et de mon crayon. Car n'ayant jamais pu écrire et penser à mon aise, je n'étais pas tenté de changer de méthode, et je comptais bien que la forêt de Montmorency, qui était presque à ma porte, serait désormais mon cabinet de travail. » On sait aujourd'hui que la marche et la pensée vont ensemble. D'ailleurs, le mot rêverie, employé par Rousseau, ça veut dire déambulation. Donc là, une chose qui est conservée au musée de la bibliothèque de Neuchâtel, en Suisse, ce sont des cartes à jouer sur lesquelles Rousseau a écrit au crayon l'ébauche des rêveries. Alors, je vais vous parler rapidement maintenant, enfin, un peu, si possible, un peu rapidement, de cette collection de plantes qui s'appelle les Crassula. Crassula ovata, exactement là. Et ça, c'est quelque chose qui s'est produit entre 1985 et 2014, qui est donc en cours. Je vais peut-être pour être plus précis, je vais passer un peu plus à la lecture de quelque chose que j'ai déjà employé, enfin une version de ce que j'ai pu raconter dans l'opération qui s'appelle Média Medium, qui a été produite à Paris il y a quelques mois, notamment par Gwenola Wagon, que vous allez entendre demain. Donc les plantes, certains ont un très grand potentiel mémoratif. Au XVIIIe siècle, c'était une vérité, c'est une vérité qui a émergé. Et Rousseau, dont on vient de parler à propos du crayon, Jean-Jacques Rousseau le perçoit de façon, mon sens, géniale. Dans les rêveries du promeneur solitaire, il dit, alors de nouveau une citation de cette fois qui vient des rêveries, « Toutes mes courses de botanique, les diverses impressions du local des objets qui m'ont frappé, les idées qu'il m'a fait naître, les incidents qui s'y sont mêlés, tout cela m'a laissé des impressions qui se renouvellent par l'aspect des plantes herborisées dans ces mêmes lieux. Je ne reverrai plus ces beaux paysages, mais maintenant que je ne peux plus courir ces heureuses contrées, je n'ai qu'à ouvrir mon herbier, et bientôt il m'y transporte.
Les fragments des plantes que j'y ai cueillis suffisent pour me rappeler tout ce magnifique spectacle. Cet herbier est pour moi un journal d'herborisation qui me les fait recommencer avec un nouveau charme et produit l'effet d'une optique, ou d'un optique comme on disait, qui les peindrait de rechef à mes yeux. Vous voyez ici une peinture du lac de Bienne sur lequel se trouve l'île de Saint-Pierre où Rousseau a exercé pour l'essentiel cet exercice, on pourrait dire, de collection de plantes, cette herborisation, qui en l'occurrence d'ailleurs se substitue à l'écriture. Il abandonne son crayon et pour utiliser une loupe et c'est vraiment ça. Donc ça, on a travaillé pendant assez longtemps sur ce projet qui s'appelle Flora Petrinsularis. C'est le terme même que Rousseau, c'est comme ça que Rousseau désigne cet herbier qu'il veut faire c'est la flore de l'île Saint-Pierre, en 1765. Donc voilà quelques éléments authentiques conservés, par exemple au Jardin des Plantes à Paris. Voilà, donc cet herbier, c'est l'effet d'un optique. J'ai fait aussi, pour ma part, en 93 et en 94, une installation, un CD-ROM qui s'appelle Flora Petrinsularis. Donc voici une photographie. Le cahier qui est devant l'ordinateur comprend deux parties. Une partie qui est l'herbier proprement dit, avec un herbier que j'ai fait en m'inspirant de Rousseau, et sur les lieux mêmes où Rousseau avait lui-même exercé son herborisation. Et deuxième partie qui sont des extraits des rêveries et des confessions, puisque, si vous voulez, il met en relation, maintenant on le sait bien, c'est, si vous voulez, le moment de la cueillette et le moment de la lecture. C'est deux moments distincts, mais qui sont étroitement liés. Dans cette installation, donc, il y a des images qui sont celles de cette herborisation que j'ai moi-même pratiquée, des vidéos. Et si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a fait pour explorer ce qu'était le croisement de la vidéo, du cinéma, avec le numérique, l'interactivité dans ces années-là. Et ça reste valable, à mon avis. On pourrait continuer à s'en servir. Le son n'a pas d'importance. Donc voilà un extrait de ce CD-ROM ou de cette installation, ce sont les mêmes images, où on voit la plante se transformer en son herbier, et puis par ailleurs, à l'inverse, l'ouverture d'une page de texte qui va conduire vers une scène théâtralisée qui est extraite donc des confessions ou des rêveries de Rousseau. Bon, je passe là-dessus. Donc, on peut considérer qu'on est passé du livre au volume. Pourquoi? Parce que avec les crassulas, dont vous avez vu rapidement une série, c'est que si l'herbier a cette originalité absolue de ranger dans un livre des fragments du réel, l'herbier est donc une espèce d'alternative au langage, mais il agit comme le langage et au-delà, à mon sens. Entre parenthèses, Rousseau, qui découvre Linné, qui est très adepte, disons, de ce que fait Linné, va parler d'une herborisation dans le dictionnaire. C'est-à-dire que la lecture du dictionnaire, l'exploration du dictionnaire est pour lui assimilée à l'herborisation, mais une herborisation au sens strict, parce qu'il recherche des plantes. Et c'est ce qu'a inventé Linné, si vous voulez, c'est la façon de transformer les plantes en code linguistique. En tout cas, si ce réel est une plante, et donc si c'est une plante, si c'est une bouture prélevée sur une autre plante,
en un lieu particulier et en des circonstances particulières, si l'ubiquité, à la fois spatiale et temporelle, peut prendre forme, eh bien, je témoigne de la puissance encore plus grande du souvenir. Voilà, je vous dis ça. Et c'est pour ça que je dis, on est passé du livre au volume. Parce que, qu'en est-il donc de cette collection? C'est que c'est une collection de boutures, de plantes vivantes qui continuent à se développer, mais et qui proviennent de divers endroits. En octobre 1985, donc à peu près la même date que le début des collections des crayons, sans le savoir aussi d'ailleurs, ni les crayons ni les plantes, c'était au cours d'un projet que je réalisais en Chine, à Pékin, qui s'est appelé Pékin pour mémoire. Ma camarade et moi avons fait un herbier dans la cité interdite. Et aux Beaux-Arts de Pékin, où nous logions, sur l'appui d'une fenêtre à l'intérieur de l'école, j'avais coupé sans intention particulière un fragment de crassula qui a poussé longtemps à Paris, avant de mourir d'ailleurs sous la neige, mais aussi en fournissant un certain nombre de boutures. Il y a eu comme cela toute une série d'exemples que j'ai rassemblés récemment dans un livre édité par Media Medium, imprimé chez Blurb. Vous pouvez l'acheter, hein, ici. Je peux vous montrer à quoi il ressemble. Qui rassemble les photographies et disons, qui est en fait une espèce de version de cette collection. Alors, cette collection, par exemple, il y a ici des choses qui viennent de Santa Barbara, c'est assez chic, chez monsieur Georges Legrady, c'était en 2005, ça c'est chez lui, enfin il a changé depuis, il a déménagé. Et voilà, aujourd'hui, une autre plante qui vient de Xi'an, on était ensemble, n'est-ce pas, en 2006. Et ça, c'est une photographie faite dans une espèce d'amphithéâtre où on parlait de... la même chose devant les étudiants chinois qui étaient un peu hostiles. Bref, mais j'avais pris un morceau, voilà, vous voyez, donc ça vient d'un restaurant japonais à Paris. Donc il y a des circonstances, hein, vous voyez, des circonstances comme ça. À Londres, le centre Brunswick, c'est pris sur une fenêtre. Donc c'est des plantes, c'est des boutures qui sont, on va dire, collectées, pour ne pas dire volées. Mais c'est pareil, hein, c'est synonyme. Alors, quelquefois, ces plantes meurent. Par exemple, ça, c'était à côté de chez Gilles Deleuze, dans le 17e arrondissement. Et la plante que dont j'avais pris un fragment, elle est morte. Mais chez moi, elle est vivante. Parce que c'est ça qu'on comprend petit à petit. Ça, c'est assez chic aussi, ça vient de Sils Maria, le fameux hôtel. Bon, enfin, on ne va pas faire du Nietzsche, mais voilà, le Sils Maria. Brison Saint-Innocent, voilà, divers endroits. Genève, le centre des congrès. L'architecture brutaliste. Pas mal de choses qui viennent du Japon, parce que cette plante est assez répandue dans les rues japonaises. Voilà. Par exemple, ici, 3 fois de suite, je suis retourné dans cette espèce de petit restaurant qu'on vient de voir à Tokyo, donc à 3 reprises, en 2007, en 2011, en 2013, j'ai pris un morceau. Donc on pourrait réfléchir à ce que ça veut dire le devenir monument, en sachant que le mot monument, pour revenir au XVIIIe siècle et à Rousseau, monument, ça veut dire document de la mémoire enregistrée. C'est ça un monument. Donc les monuments, ils sont à la surface de la Terre, et je les ai placés pour ma part dans Google Earth. Et il y a quelques points jaunes comme ça qui permettent... mon objectif n'est absolument pas de cartographier, mais ils se cartographient d'eux-mêmes, à vrai dire, puisqu'ils sont...
Quand on circule d'ailleurs dans Street View, ça c'est une rue que j'ai explorée à Tokyo, c'est pas loin du musée d'art moderne, d'art contemporain de Tokyo, on voit au passage des crassulas, dont certaines... Donc si vous voulez, il y a comme une espèce d'idée de dispersion de cette plante. Donc vous comprenez donc que elles sont, je parlais d'ubiquité, et que ce sont des clones. Mais cette collection, elle va bien au-delà des 32 occurrences qui sont exposées et de toutes les occurrences rencontrées. Les crassulas sont ici, hein, sont exposées par exemple, mais elles sont aussi ailleurs. Elles sont ubiquistes dans l'espace, mais aussi dans le temps. Peut-être s'agit-il de la même plante, sans âge, presque partout. La somme de toutes les bifurcations qui les constituent donne au volume cloné ubiquiste, hein, c'est ça le mot que j'invente, ce que j'ai appelé aussi son potentiel mémoratif. Alors, les Crassula ovata, elles sont... Excusez-moi, modératrice, je vous précise qu'il est déjà 10h57. Je suis désolée. Je suis désolé qu'il soit 10h57. Je vais couper parce que j'ai pris beaucoup de temps à démarrer. Mais donc je vais résumer ce passage concernant qu'est-ce que c'est que les crassulas. Elles sont vendues comme étant anti-ondes néfastes. Ça c'est pris dans un magasin. Mais surtout, les crassulas se prêtent de façon extrêmement efficace au clonage. Et on peut penser qu'elles sont, au fond, comme diverses apparitions de la même plante. D'ailleurs, peut-être, vous le savez, les peupliers, par exemple en France, le peuplier d'Italie, qui n'est que mâle, hein, il n'y a pas de mâle et de femelle, il n'y a que des mâles. Et au début du XVIIIe siècle, c'est une anomalie génétique qui était apparue sur un individu, et cette belle silhouette qui avait retenu l'attention des jardiniers avait incité à multiplier le bouturage. Et donc on peut considérer que tous les peupliers d'Italie plantés en France depuis son introduction en 1945 sont des clones d'un seul individu apparu il y a 300 ans. Et comme par hasard, je l'ai ici sur le tombeau de Rousseau dans le parc d'Ermenonville. D'ailleurs, l'île Rousseau à Genève a aussi de tels peupliers. Alors, il y a un autre exemple qui est assez connu, c'est celui de la renouée du Japon, considéré aujourd'hui, vous le savez, comme un immigré dont il faut peut-être sans papier, dont il faudrait se méfier, parce qu'il envahit par exemple la vallée du Rhône, voilà, j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est très intéressant de réfléchir au fait que, dépourvues de relations sexuelles et de morts programmées, eh bien les plantes existent et peut-être ce sont des espèces de monuments aussi. Et donc quand on parle de potentiel mémoratif de cette collection, c'est une chose qui intervient à coup sûr. Alors, rapidement, quand on parle des plantes, aujourd'hui, on le sait, les plantes sont non pas intelligentes, c'est un mot qui est récusé par les botanistes et même les plus avancés. On parle en même temps d'une espèce de sociabilité des plantes. Et on a trouvé, disons, là je résume beaucoup, que les plantes avaient des capacités de communication. Vous voyez dans cette image, par exemple, on voit comment des plantes ont réagi au fait qu'elles étaient mangées par des antilopes. Et l'analyse de l'air a montré que les plantes en fait communiquaient entre elles et qu'elles prévenaient leurs camarades ou leurs sœurs, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, du fait et dans ce cas-là, elles devenaient poison. Elles deviennent poison. On sait aujourd'hui que les plantes communiquent entre elles de diverses manières.
à la fois de façon chimique, émettant donc des parfums, on va dire, émettant aussi des sons, hein, donc il y a une dimension sonore qui est en jeu dans la communication entre les plantes. Il y a une communication visuelle, elles émettent des lumières, et on pense aussi qu'elles émettent des ondes radio, donc il y a une communication par électromagnétique. Alors, c'est évidemment quelque chose de troublant à propos des crassulas, moi qui m'a intéressé. Je vous montre quelque chose là, rapidement. Cette plante-là, qui s'appelle... c'est écrit là. Hein. C'est une plante qui, quand elle est filmée, donne ça. Et ce n'est pas une image accélérée. C'est la vitesse à laquelle elle bouge. Bon, toutes les plantes bougent, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ici, elles bougent à notre échelle, à une vitesse à notre échelle. Du coup, on a appelé cette plante sémaphore. Donc, vous voyez, le rapport est fait avec le télégraphe. Pour revenir aux crassulas, moi, je considérais qu'elles étaient, au fait, très immobiles, et que, finalement, le fait que les plantes puissent communiquer entre elles, peut-être ne les concerne pas, parce que ce sont les clones d'une même plante. Est-ce qu'on communique avec soi-même? Je vous pose la question. Donc, on va maintenant aborder rapidement une autre dimension de cette collection. C'est l'approche selon la mécanique quantique qui, finalement, je dirais c'est à la mode, mais au fond tend à s'imposer. Le caractère non local, par exemple, qu'a décrit l'idée d'intrication, beaucoup des corrélations, le fait d'être à la fois dans deux états, cette expérience de pensée qu'on a appelée le chat de Schrödinger, par exemple. Voilà, tout ça, je résume. L'idée de décohérence aussi, qui est une conséquence de l'observation quantique. Pourquoi est-ce que quelque chose qui a lieu à l'échelle, on va dire, infiniment petit, disparaît à notre échelle? Eh bien, c'est le fait de ce qu'on appelle la décohérence. C'est extrêmement intéressant, si vous voulez, qu'on ait trouvé que la physique ou la mécanique quantique ont démontré des choses absolument improbables à une certaine échelle, parce que d'une certaine façon, ça nous permet de comprendre ce qui se passe à notre échelle. Par exemple, aujourd'hui, la physique quantique a permis de pratiquer véritablement une téléportation dans laquelle rien ne se déplace. Rien ne se déplace. Alors, voilà, du coup, je dirais métaphoriquement, il m'est venu à l'idée que peut-être cette histoire de clones des plantes pouvait être analysée ou comprise à partir de ce modèle de la physique quantique par le partage, et donc en faveur de ce que j'ai appelé le partage d'une expérience mémorative, dans ce que j'ai appelé aussi le volume cloné ubiquiste. Si j'avais le temps, mais ça a été un petit peu fait tout à l'heure, je vous dirais, enfin je vous incite à regarder peut-être les textes de 2013, mais enfin vous avez un livre qui est paru ici il y a peut-être 30 ans de Jacques Roubaud, L'invention du fils de Léo Prépès. C'est l'un des livres les plus importants, à mon avis, les plus agréables aussi à lire, pour comprendre ce que c'est que sont les arts de la mémoire et de leurs effets dans la poésie et l'art. J'avais fait une tentative à Phnom Penh l'an dernier. Je vais prendre 3 minutes pour en parler, parce que là j'avais donc une quinzaine d'élèves et j'ai essayé de les faire travailler sur l'idée du modèle justement inspiré des arts de la mémoire, à la fois ceux de l'Antiquité, ceux du Moyen-Âge, en disant vous avez des lieux. Parce qu'il faut avoir un lieu, ça a été dit, il faut avoir des images, vous transformez tout en images, vous placez ces images dans ce lieu pour vous rappeler de quelque chose, mais qui n'a rien à voir ni avec le lieu, ni avec les objets. Bon, eh bien, j'ai constaté que mes étudiants, là, ces jeunes personnes très ouvertes, etc., n'ont pas du tout compris ça. C'est-à-dire que finalement, ils ont raconté l'histoire de ces objets qu'ils avaient choisis. Ils sont exposés sur leur pupitre. Ces jolies collections, il y a 16 objets.
Mais finalement, ce qu'ils ont fait, les récits qu'ils ont donnés oralement, etc., traduits, eh bien, en général, c'était simplement les souvenirs attachés à cet objet. Donc c'est compliqué. Hein, peut-être qu'on n'a plus besoin des arts de la mémoire version. Alors, rapidement encore, on a commencé un peu après, donc j'ai encore 5 minutes. Équation de KB qui est en cours de constitution. Là aussi, je vais être obligé de... Bon, c'est d'autant plus facile d'être économe en temps que c'est compliqué. Hein. Mais il y a, disons, dans mon projet, parce qu'il s'agit d'un projet, un questionnement sur une tentative de mise en équation de la collection de Crassula, mais plus généralement des collections. Donc il faut se poser ces questions hein, qui sont affichées sur l'écran. Je ne prends pas le temps de les relire. Pour comprendre comment tout le réseau d'états des instances fonde le potentiel mémoratif de la collection, j'ai pensé qu'une formulation mathématique inspirée de l'équation de Schrödinger, carrément, peut sans doute être élaborée. Donc j'ai fait appel à Karim Benabed, qui est cosmologue et astronome, et il a... Je vous donne un extrait de ce qu'il a fait, de ce que nous avons tenté de faire ensemble. Eh bien, comment tu te souviens, en projetant l'état de tous tes objets, tout ce que tu sais de tes Crassula, tout ce mélange de fonctions d'onde, de direction, ça s'écrit comme ça. Psi, étoile J, etc. Je vous laisse lire. Bras, opérateur de projection, multiplié par psi. Je projette tout là-dessus. Je me souviens qu'une Crassula avec laquelle je n'ai aucune interaction, la définition est tout simplement psi, étoile J, psi J. Hein. Maintenant, sur psi tilde, avec des interactions, psi tilde, pardon, avec des interactions, ce qui se passe, c'est psi étoile J de psi bar tilde. C'est la somme des psi étoile J que je fais interagir avec les HI de psi I. Dans le cas où je n'ai pas de mélange, je retrouve comme sur I des psi étoile J bar HJ, etc. Mais si ça se passe mal, j'ai un mélange entre deux états. Dans ce cas, j'ai psi étoile J et je projette toujours la même chose, H0, etc. S'il n'y avait pas cet epsilon, ce truc ferait 0. Mais epsilon a transformé en un peu ceci, quelque chose qui se projette là. Ton interaction a transformé la chose en quelque chose qui ressemble à autre chose, qui se projette dans la même direction. Karim Benabed, astronome, cosmologue à l'Institut d'astrophysique à Paris. Je vous en donne un petit extrait. Alors nous avons poursuivi ce travail. Sauf si tu veux les arroser. Si, parce que quand tu en prends soin, oui. tu t'attaches à eux en fonction d'eux-mêmes et de l'image que tu en as aujourd'hui, de la mémoire que tu en as, d'où ça vient, etc. Il y en a que tu laisses crever. C'est quelque chose dont il faut que tu parles ici. Oui, tout ça est en connaissance hamiltonien. D'accord. La façon dont ils évoluent, quelque part, oui. Et dépend de variables qui viennent de toi. D'accord. Ces variables qui viennent de toi, tu peux les attacher à des mesures. En disant j'ai un certain opérateur qui mesure d'une certaine façon. Et si tu es en train de dire que si ce machin-là dépend de variables qui viennent de toi, de fortes chances que celui-là et celui-là ne commutent pas. Oui, c'est ça. Parce que si par exemple tu as un opérateur qui je m'en souviens, ou il m'évoque quelque chose, d'accord, et que ceci est lié au soin que tu vas prendre de l'objet. Si tu parles de Crassula, mais pour les crayons, ça va peut-être moins bien marcher. Encore que, il y a... le crayon, tu peux t'en servir ou pas, hein, c'est ça son problème, les crayons. Ça commute pas, et ça commute pas, si tu te souviens, c'est... l'idée, c'est quelle est la différence entre je prends la mesure aujourd'hui et je la compare à l'état dans le futur. Donc je compare l'état dans le futur et l'état aujourd'hui, et je fais soit la mesure avant, soit la mesure après. Donc comme ici, c'est comment je me comporte aujourd'hui face à cet objet-là. Si ça, c'est attaché à toi, comment je me comporte aujourd'hui à cet objet-là, et comment
du coup il va se transformer, ça va affecter la façon dont il va évoluer dans le futur. Et l'autre c'est il a évolué et comment je me comporte aujourd'hui par rapport à cet objet qui a évolué. Là c'est comment je me comporte aujourd'hui par rapport à cet objet qui évoluera, et là c'est comment je me comporte aujourd'hui par rapport à l'objet qui a évolué. Donc tu vois, il y a cette dualité ici. Et si l'objet est indifférent quelque part, et si son devenir t'est indifférent, quelque part il va... Un jour ou l'autre. Non mais si ton objet est complètement indifférent, tu peux dire par exemple qu'ici, il y a quelque chose de destructif, donc je sais pas où il va falloir le mettre, mais est-ce que c'est... donc ça c'est aujourd'hui comment je le considère, et comment va évoluer cette considération demain, et là c'est comment va... et là, t'en as un, c'est l'objet de demain, comment je le considérerais par rapport à ce que j'en sais aujourd'hui. Ce que j'en sais, oui. L'évolution de la considération que j'en ai. Voilà. Donc il y en a un des deux qui va tomber à zéro ou je ne sais quoi, et ça va mal se passer. Voilà. Et on avait parlé de bifurcation dans tout ce qu'on vient de dire là. Bon, le film dure 2 heures, donc je ne veux pas... Merci. Vous avez débuté votre présentation en disant que le catalogage de la collection était dangereux et que vous avez donné comme exemple le DSM américain. Alors, évidemment, c'est un peu brutal comme constat. Est-ce que je répète ma question? Vous avez présenté en ouverture cette hypothèse que la collection était dangereuse et vous avez donné comme exemple le DSM américain, le classement des maladies mentales, qui est quand même une hypothèse un peu brutale. Alors, peut-être que vous avez envie de nous expliquer un peu plus longuement pourquoi le catalogage ou la collection est un dispositif aliénant, si j'ai bien compris, plutôt que constructif. Bon, je ne vais pas vous parler du DSM, tout le monde en parle, à vrai dire, donc je pense que je ne suis pas du tout... je suis, disons, spectateur de cette histoire, un petit peu concerné par ça, mais pas plus. Ce qui m'a mis sur cette voie, c'est que j'ai sorti un autre vieux livre, parce que j'ai sorti L'invention du fils de Léo Prépès, donc ça c'est de Jacques Roubaud, c'est les arts de la mémoire. Et il y a un autre livre sur lequel j'ai travaillé il y a bien 20-25 ans, quand je me suis mis à travailler sur cette histoire de comment l'informatique intervenait finalement dans l'art à travers notamment les opérations de base de données, de classification justement que permet l'ordinateur. C'est le catalogue de la vie de François Dagonier, professeur à Lyon. Et il y a toute une première partie qui concerne la botanique. Donc j'ai fait allusion très rapidement à cette histoire d'herboriser dans le dictionnaire, enfin voilà, qui est à propos de Rousseau et de Linné. Bon, or, ressortant ce livre, j'ai vu que la troisième partie, que je n'avais pas lue à l'époque, concerne la nosologie. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que les botanistes du XVIIIe siècle étaient en même temps nosologues, c'est les mêmes personnes. Par exemple, Boissier de Sauvage, il est connu aussi bien pour sa botanique que pour sa classification des maladies. Et la critique
disons, on va dire, des psychiatres, entre guillemets, de l'époque, de la part d'Agonier, est extrêmement sévère. Bon, je n'ai pas le temps de vous donner exactement les raisons. Mais que ce soit Esquirol et autres, Pinel, etc., ils sont dénoncés dans ce texte à partir de leur tentative de classification des maladies mentales sur le modèle de la botanique. Bon, voilà, ça c'est une piste pour répondre, mais je ne réponds pas sur le fond. Disons que j'ai volontairement annoncé cette histoire, attention, dans un colloque sur la collection, etc., et à l'époque du Big Data... je pense qu'il faut se méfier. Voilà, y compris, si vous voulez, par exemple, pour ce qui est des collections, finalement, je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort, mais le fait de ne pas classer les crayons, à l'époque, ça m'avait semblé une manière de préserver finalement la puissance de la collection en tant que collection, de ne pas la réduire à des... non pas à la description, mais à la classification. Et pour ce qui est des crassulas, eh bien là aussi, et cette tentative, là, dont je vais donner une espèce d'image un peu fictionnelle de la mise en équation, c'est une manière justement de laisser la collection dans sa complexité, de ne pas la réduire à une simple classification. Disons, les crassulas, ça s'y prête, vous avez vu, parce que ce sont des clones. Voilà, j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Mais je peux pas tellement... Enfin, j'entends bien votre question, je pense que... disons, je partage cette question, c'est tout ce que je peux dire.